des cafés d'Ancon, les nouvelles tendances de l'expatriation. Avec, nous avons le plaisir de recevoir Eliamine Seydou, qui est chercheur post-doctoral à l'UNED. À côté de lui, eh bien, un fort témoignage, je crois, de Nabil. Il m'excusera si je prononce mal son nom de famille, Bouachra. C'est très bien. C'est bon, alors, ça va. Et bien entendu, Mohamed Amiri, le fidèle Mohamed Amiri, journaliste et auteur, va animer cette soirée. C'est un café-débat ouvert au public et je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Anne-Marie. Merci une fois de plus pour l'organisation de ces cafés citoyens. On a l'occasion de se retrouver et de débattre de sujets très divers. Aujourd'hui, c'est autour de l'expatriation qu'on va débattre et qu'on va discuter. Je vous remercie à vous d'être ici. Et d'ailleurs, je vous invite à intervenir dès que vous le souhaitez, de façon à ce qu'il y ait une vraie interaction qui s'opère avec nos invités que je remercie d'être ici. Eliamine Seydou, comme le disait Anne-Marie, tu es chercheur à l'INED, à Sciences Po, détaché à Florence pour 2 ans, spécialiste des questions d'immigration. Nabil qui est là, alors le témoignage, le fort témoignage dont parlait Anne-Marie, c'est un témoignage d'expatriés au Maroc notamment. Eliamine Seydou. Alors moi j'aimerais qu'on entre très rapidement dans le vif du sujet à travers une double question. La première c'est de dresser un petit peu la réalité finalement de l'expatriation. Qu'est-ce que ça représente en France? Et pour introduire, qu'est-ce qui t'a amené toi à travailler sur ce thème de l'expatriation? Je dirais que c'est d'abord des raisons familiales. J'ai des frères qui sont partis à l'étranger pour travailler. Et en fait, ça m'intéressait de comprendre ce phénomène. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui des jeunes, et notamment des jeunes issus de l'immigration, à partir à l'étranger? Et aussi, je dirais, le climat sociopolitique. C'est-à-dire que ces dernières années, on a pas mal d'hommes politiques qui ont focalisé sur la question de l'immigration, l'invasion, les entrées, etc. Sans voir que forcément, il y avait aussi beaucoup de gens qui sortaient, qui faisaient la démarche inverse et qui partaient de France. Alors juste pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, on a 1,5 million de personnes, 1,5 million de Français qui sont expatriés en dehors de France. Ça, c'est les chiffres consulaires. Si on prend les chiffres réels, on parle plutôt de 2 millions. Depuis 2008, on a 11 députés qui représentent les Français de l'étranger. On en avait moins avant? On n'en avait pas. Donc il y a une représentation parlementaire des Français de l'étranger depuis 2008. Donc ça montre que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. La principale zone où vont les expatriés français, parce qu'après ça dépend des nationalités, c'est l'Europe occidentale et l'Afrique francophone. Alors il y a aussi d'autres facteurs pour favoriser ça, c'est la démocratisation du transport aérien. Donc aujourd'hui c'est quasiment plus... Parfois c'est moins cher d'aller en Angleterre que d'aller dans le sud de la France. L'internationalisation des formations universitaires. Aujourd'hui les IUT, les BTS, les universités inclut de plus en plus, de manière obligatoire, un séjour à l'étranger. Une des questions essentielles, c'est la question des débouchés économiques. Dans un pays, en France, en crise économique, où beaucoup de gens ont certes réussi à aller à l'université, mais n'ont pas forcément réussi à obtenir des formations adéquates. Parce qu'en fait, on dit que l'université c'est démocratisé, mais en réalité, elle s'est surtout massifiée. Les classes populaires n'ont pas forcément réussi à rentrer dans les grandes écoles et dans les filières de prestige. Et qui dit massification dit aussi déclassement professionnel. Parce que le nombre de postes de cadres, par exemple, n'a pas augmenté comme le nombre de diplômés des filières universitaires. On va y revenir si tu veux bien un peu plus tard, hein, parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses à dire. J'aimerais me tourner vers Nabil. Tu as été amené à prendre la direction d'une société de cinéma au Maroc. Ce n'est pas la discrimination dans mon emploi qui m'a poussé à partir, c'est aussi ce qu'on appelle le plafond de verre. C'est-à-dire que je voyais que je n'avais pas de perspective d'évolution avant 10-15 ans, c'est-à-dire le départ de mon N+1 à la retraite ou autre. J'ai été contacté par un patron marocain qui dirige une société qui s'appelle M2M, qui n'a rien à voir avec le cinéma, qui est dans la monétique et transmission bancaire, qui voulait créer une société de production. Et donc, je suis parfaitement bilingue, je connais très bien ce pays, la culture.
C'est ton pays d'origine, il faut le préciser. Exactement, donc les parents sont marocains, moi-même je suis franco-marocain. Vous avez coutume d'y aller tous les ans, donc on est tous les ans. C'était pour nous notre récompense. Donc il a fait appel à moi pour prendre en charge la direction marketing et la distribution avec Nordin Khmari, qui était un réalisateur marocain qui avait fait Casanegra. Donc j'ai travaillé 3 mois avec eux. C'était très bien, sauf que incompatibilité de management en fait. Et entre-temps, c'est-à-dire que les méthodes de management marocaines ne correspondaient pas à celles que tu connaissais toi ici en France. Ah, ni en France ni ailleurs dans le monde. Donc, la première divergence culturelle finalement en termes de management. Malheureusement, j'avais ce défaut de toujours comparer avec la France. Ça, c'est un énorme problème. J'aurais jamais dû faire ça. J'aurais jamais dû comparer avec la France. Le témoignage de Nabil est intéressant parce que il montre bien que déjà l'expatriation c'est plutôt un phénomène de bac plus 3, bac plus 5. Même si aujourd'hui on voit par exemple des jeunes avec un BEP par exemple pâtisserie qui vont ouvrir une pâtisserie à Dubaï ou une crêperie en Inde, on se rend compte quand même que statistiquement c'est plutôt un phénomène de bac plus 3, bac plus 5, voire docteur. Et il a évoqué aussi quelque chose d'intéressant qui est le plafond de verre. Ça c'est quelque chose qui revient assez régulièrement dans mes interviews que j'ai pu réaliser. Les jeunes Français se plaignent souvent de la pesanteur du système français. L'autoreproduction des élites politiques par exemple. Le fait que dans le système de recrutement, on privilégie systématiquement les gens qui viennent des grandes écoles, sans forcément regarder la compétence réelle ou l'expérience des personnes. Et une autre question aussi, c'est la pesanteur du réseau. En fait, en France, on dit oui, on est en république, méritocratie, c'est ce qu'on nous apprend à l'école, donc être récompensé en fonction du mérite. Mais quand on cartographie véritablement ce qu'est la société française, on se rend compte qu'elle est traversée de réseaux. En fait, quand on vient d'un milieu populaire, finalement, on est livré à nous-mêmes et on n'a pas de réseau. Et dans ces pays-là, ça va être une ressource. Je vais être à la fois un Français, formé dans les standards français, de qualité en termes de formation, d'ouverture intellectuelle, etc. Mais j'ai aussi cette fibre arabo-musulmane qui va m'aider à m'adapter. Je fais le ramadan, je parle un petit peu l'arabe, etc. Donc 6 mois passent au Maroc, très bien, c'est génial. Je profite des avantages, le soleil, la nourriture, l'océan, etc. Culturellement, tu te sens très bien, tu es dans ton élément. En fait, je n'avais pas encore dépassé la phase où je suis vraiment habitant de Casablanca. C'est-à-dire que je m'intégrais plus ou moins bien et mon groupe d'amis était des gens comme moi, des gens de France qui sont allés tenter l'aventure là-bas. Et j'ai vu qu'en fait, on était contre nous. Donc au début, c'est dommage. Et c'est intéressant de voir qu'il y a une volonté de convertir le stigmate en ressources, mais ce qu'on remarque concrètement, une fois arrivés là-bas, ils se rendent compte à quel point ils sont français finalement. C'est-à-dire qu'ils se disent je vais dans retour aux sources, entre guillemets, et une fois qu'ils arrivent là-bas, ils se prennent en pleine figure leur francité. En allant là-bas, en m'expatriant, je suis redevenu français. Moi, dans ce que j'ai vu par rapport aux jeunes franco-maghrébins qui partent au Qatar ou à Dubaï, souvent ils se disent tiens, je vais aller là-bas, je vais m'épanouir professionnellement, je vais revenir à des sources culturelles, religieuses, islamiques, etc. Idéalisation. Et une fois qu'ils arrivent là-bas, ils se rendent compte à quel point la société est discriminante, elle est hiérarchisée. Faut savoir qu'entre expats, il y a une hiérarchisation en termes de salaire. Tout en bas, vous avez les Pakistanais, les Sri Lankais, etc. Tout en haut, vous avez les Américains et au-dessus, vous avez encore les Qataris. Et que finalement, il n'y a rien à voir avec la morale islamique, de l'universalité, de l'égalitarisme, etc. C'est-à-dire que j'ai compris la chance que j'avais d'être français, que ce qui m'avait fait partir, ce n'était pas la France, mais ceux qui parlent en son nom, qui ne connaissent rien de la France et qui ne connaissent rien de nous. Donc je me suis dit que finalement, cette expérience dans mon pays d'origine, qui n'avait pratiquement rien de ce que j'avais retenu quand j'étais pendant les vacances avec mes parents, qui n'avait rien de ce que mes parents m'ont enseigné, donc je me suis senti vraiment étranger. Et il n'y a rien de pire que de se sentir étranger dans un pays où on croit, où on est chez nous. En fait, on dit bon, on parle la langue, on a la même religion. J'étais venu dans l'idée où j'étais marocain, où j'étais chez moi. C'était la plus grosse erreur que j'ai faite. Je n'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû venir en tant qu'expatrié dans un pays X, Y. J'ai un travail, je suis dans une société, je m'adapte si j'ai envie, je ne m'adapte pas si j'en ai pas envie. Là, j'étais pas dans cette optique, j'étais dans une optique affective, dans une optique de frustration. Quand il y a des choses qui n'allaient pas, je disais, hey, les gars, ouais, toi tu viens de là-bas, tu nous expliques comment ça marche. Je dis,
Je comprenais pas certaines réactions. Je me suis blessé au foot. Je me suis cassé le doigt. Il faut dire que c'est un attaquant en paix, Nabil. Voilà, je tiens à le préciser. Parce que... Donc je me suis cassé le doigt au foot. Donc fracture ouverte, le sang qui coule, etc. On m'emmène aux urgences. La clinique la plus réputée de Casablanca. J'arrive en short et en t-shirt. On me demande un chèque de caution de 10 000 dirhams. Je dis, mais déjà, je suis en train de me vider de mon sang, faites quelque chose. Après, 10 000 dirhams, ça représente 4 1000 mois de euros. salaire moyen, c'est ça? Ouais, 4 ou 5 mois, ça dépend de mon travail. Premier choc, parce que pour moi, quand je vais à l'hôpital, déjà, en France, on n'a jamais demandé quoi que ce soit. On me soigne, après on parle. Et elle m'a dit non, on ne vous connaît pas. Et c'est aussi une mentalité qui m'a un peu énervé, c'est cette éternelle méfiance de croire qu'on va tous s'arnaquer entre nous. Et il va me coudre et il va partir en courant et je ne vais plus donner de nouvelles. D'accord. Donc je lui dis, bon, si c'est comme ça que vous faites la médecine ici, serment d'Hippocrate, je ne sais pas comment ça se passe, parce qu'il y avait une belle Jaguar garée devant. Donc il me dit, ah mais vous êtes de France, ouais, venez, on va vous soigner. Je lui dis, mais ça veut dire quoi? Je suis de France, vous me soignez. C'est-à-dire que si j'étais quelqu'un d'ici, qui n'a pas les moyens, vas-y, va te coudre chez toi avec du fil et... C'est là où j'ai compris aussi que l'argent ne fait pas le bonheur. Voilà, j'avais tout, j'avais un bel appart, j'avais une grande voiture, tout ce que vous voulez, mais j'étais pas bien, j'étais pas moi. Il y a une dimension économique, surtout avec le discours qu'il y a sur la crise. Le discours, je dis bien parce qu'il y a d'autres réalités. Et ensuite, il y a une question identitaire. Et c'est vrai que quand on regarde la question identitaire, je pense qu'il y a un certain nombre de fantasmes qui ne concernent pas simplement les musulmans en France avec ce sentiment d'oppression. Il y a les fantasmes qu'on retrouve, en tout cas, chez certains juifs de France avec cette idée de l'Alia, donc du retour en Israël. Et je pense que là, ce qui est intéressant, c'est de voir les discours, une fois de plus, et les pratiques. L'expatriation, ça veut aussi dire se mettre en conformité avec la société, parfois même à l'écart, parce qu'on vit comme un expatrié, on vit en milieu clos, on a d'autres réflexes sur la question de la sécurité, sur tout un tas de choses auxquelles on est habitué. Et il y a une dimension intéressante aussi dans ce qui est la France au niveau international, c'est la culture. Et c'est vrai que ce qui revient souvent, là je disais une étude sur les expatriés, c'est l'accès à la culture. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que, d'ailleurs c'est un des volets de la diplomatie française. La France a le deuxième réseau diplomatique au monde, et avec les centres culturels français, en tout cas qui sont parfois des véritables centres d'animation dans certaines zones du monde. Et donc on a cette dimension, ce manque affectif, et je pense qu'en tous les cas, surtout aujourd'hui au XXIe siècle, c'est une expérience déterminante. Et sur les pays émergents, je pense qu'il y a pareil un discours, c'est-à-dire qu'en matière de formation des populations, en matière de sécurité, en matière de santé, il y a aujourd'hui un tel retard, et puis ils vont être confrontés à tout un tas de problématiques. Je pense aux Chinois, les problématiques environnementales, enfin toutes ces problématiques qui vont les concerner, qui peut nous faire penser qu'il y a un discours en France du déclin. La France, première démographie européenne, la région parisienne, premier PIB européen, premier pays européen en termes d'innovation à déposer des brevets, première destination touristique mondiale. Donc il y a tout un tas d'indicateurs, mais je pense qu'on n'a pas assimilé. Donc il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du fantasme, de ce qui se crée. On peut se créer des tensions en se disant moi je serai mieux. Pour un juif de dire je vais être mieux en Israël. Réellement, c'est qu'on part d'ici avec un grand sentiment de vouloir changer les choses. Je suis restée 5 ans. C'est en Algérie. 5 ans. Vous êtes d'origine algérienne. Moi je suis du Sahara, mais j'étais sur Alger, où j'avais tout, il y avait de tout. En plus, moi, contrairement à toi, je suis née en Algérie. Je suis arrivée à l'âge de 11 ans. Mon père est né ici à La Pitié, mais moi je suis née en Algérie. Toute fière de moi, avec la motivation, de l'argent, une villa, des voitures. Je veux investir dans mon pays. J'ai commencé. Là, quoi, c'était le pire. Je suis partie. J'allais sauver le monde. J'allais une fois à Mustapha Bacha voir des enfants français. Je prenais mes cadeaux, mes trucs. Vraiment motivée. Lorsqu'il y a eu un retour, à chaque fois que je voulais faire une action, c'était tu roules sur l'or. Je roule sur l'or. J'ai travaillé pour cet argent. Et je veux l'investir. Lorsqu'on voulait monter n'importe quelle association, eh bien oui, vous croyez toujours meilleur que les autres. On est toujours dans un moment où on est dénigré. On n'est pas reconnu. C'est toujours les immigrés, c'est ça. Ceux qui viennent de France et qui veulent nous montrer là. Excuse-moi, moi je suis algérienne, moi aussi je suis algérienne, je suis du Sud. Je travaille dans le ministère de la Culture. Eh ben, oui, malheureusement, je le dis, parce qu'en fait, le fait que j'ai fait des études ici en France, ils n'acceptent pas mes idées, tout simplement, parce que j'ai fait des études en France. Donc du coup, le fait de partir et de me rendre compte que ma façon de penser, ma façon de réfléchir, ma façon d'agir,
ma façon de parler, j'étais français à 100%. Et ça m'a refait aimer mon pays. Et j'ai retrouvé ce sentiment d'appartenance à la France qu'on nous a enlevé quand on était jeunes, en nous disant, déjà au collège, en nous mettant sur des voies de garage, pour partir pour les études, va faire de la menuiserie, va faire de l'électronique ou je sais pas quoi. Donc ça m'a réconcilié avec la France que j'avais détestée pendant 30 ans, avec un système que je détestais. Je n'étais pas fier d'être français. Et c'est en partant et en voyageant, surtout mes premiers voyages, où je voyais que dès que j'étais français, Paris, ça faisait rêver tout le monde, que ce soit Los Angeles, Dubaï, à New York. Je disais que c'est Paris. Mais c'est en revenant, après mes 2 années passées là-bas, au Maroc, de temps en temps je venais en France et je redécouvrais Paris. Et je me suis rendu compte de l'importance de pourquoi je payais des impôts en fait. Et quand je suis revenu en France, je me suis dit, je roule sur des vraies routes. Quand je vais à l'hôpital, on me répare mon doigt. Mes enfants, ils auront un accès à l'éducation gratuite et de qualité. Ils iront en classe verte, ils iront au ski quand il y aura de la neige, parce que je viens de l'Est de la France. Ils iront à la piscine, ils apprendront à nager. Ils auront des tonnes de choses qui ne sont pas quantifiables ni mesurables, même en gagnant un super salaire dans un pays comme le Maghreb, comme le Maroc. Les anecdotes révèlent la différence de socialisation. C'est-à-dire qu'en tant que Français, on a intériorisé des normes, des valeurs, et on s'y est habitué, et on est comme ça. Juste 2 mots pour conclure, ce qui transparaît à travers tous ces témoignages, c'est l'idée qu'il y a une pluralité de sens dans l'expatriation. C'est à la fois une chance, une opportunité, mais ça peut aussi être une source de désillusion, notamment pour ceux qui cherchent une quête identitaire. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. Merci Nadine, merci Eliamine.